Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice, un numéro mi-figue mi-raisin on va dire, parce que c'est quand même la première victoire de l'OGC Nice cette saison à domicile et en championnat, face à 3 buts à 2. L'OGC s'est aussi fait peur en fin de match avec certains comportements de certains entrants tout simplement honteux. 3 buts à 2 alors qu'on menait 3-0, forcément ça laisse un goût amer dans la bouche. On peut aussi quand même se féliciter d'avoir marqué 3 buts, c'est quasiment autant que sur le reste de la saison, en exagérant un tout petit peu, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, on a vu beaucoup de spectacles, beaucoup d'enseignements, je pense, sur la performance des hommes de Lucien Favre, mais pour cela, je ne suis heureusement pas tout seul, on va en parler ensemble, vous les connaissez, nos chers chroniqueurs et amis. Il y a Jérémy tout d'abord qui est avec nous. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Elric, salut à tous. Bah écoute, ça va plutôt bien. Un peu frustré par ce dernier quart d'heure, je pense, un peu comme tout le monde, mais bon, on va quand même retenir la victoire et les 3 points. C'est le plus important, comme dit Fabrice Boquet. Ça aurait pu être pire, en tout cas c'est pas passé très très loin d'être vraiment pire. Il fait son retour aussi dans notre émission, ça faisait quand même quelques numéros qu'il était absent, si je ne dis pas de bêtises. C'est Alric, salut Alric, comment ça va ? Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, je reviens de la planète cinéma pour parler de nouveau foot et ça me fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, ton autre maison, le cinéma, on sait que tu es très actif sur le sujet sur Twitter. On a toujours plaisir à voir des nouveaux films que tu peux découvrir parce que bon, il n'y a pas toujours des films que nous on imagine être à l'affiche et aller voir. Mais bon, le film, le scénario en tout cas qui s'est dessiné sur la pelouse de l'Alliance Riviera cet après-midi devant un public très clairement clairsemé, un peu effrayé par le niveau de jeu de l'OGC Nice depuis le début de saison, la pluie, le froid. C'était sûrement plus à l'aise que moi devant Amazon Prime aujourd'hui, messieurs. Le scénario qui s'est écrit, c'est quand même voilà un scénario à suspense. On n'a pas trop goûté la fin, je vous avoue. Mais avant de passer voilà sur les enseignements de ce match et l'impression générale que ça nous a laissé, parce que je pense qu'il y a quand même des choses positives à en tirer. On s'est fait, chers auditeurs, un peu un mini brainstorming, un vote avant d'enregistrer cette émission sur comment aborder le cas de Kasper Schmeichel, qui a quand même fait l'objet d'un article au vitriol de l'équipe cette semaine. Est-ce qu'on mélangeait ça à sa performance sportive de l'après-midi ou est-ce qu'on choisissait d'évacuer tout de suite l'extra sportif et tout ce qui se passe du coup en dehors du terrain et l'impact que ça peut avoir sur le club avant de parler du match? On a plutôt choisi la deuxième solution, même si forcément les deux sont intimement mêlés. Donc voilà, on va d'abord essayer d'évacuer ce qui s'est dit dans l'article, ce qu'on en pense, qu'on estime être vrai ou pas vrai, bien entendu. Après, on se concentrera sur la performance du portier danois et de tous ses coéquipiers de cet après-midi lors de cette rencontre face à 3. Messieurs, voilà, commençons, affûtons les hachettes, les couteaux et à peu près tout objet tranchant que vous pouvez avoir sous la main. Alors non pas pour une émission thérapie ou pour se tailler les veines, l'OGC a gagné malgré tout, mais plutôt pour Kasper Schmeichel. Voilà, on résume, vous l'avez forcément lu cet article de l'équipe, messieurs, également nos auditeurs, mais Kasper Schmeichel qui tout simplement ne se plierait pas aux règles de vie du groupe, pas de volonté de s'entraîner sur le terrain, mais plutôt en salle, pas de volonté de s'échauffer, il n'accepterait pas du tout la concurrence installée par Lucien Favre. Un départ serait même grandement envisagé après la Coupe du Monde au Qatar que le portier de l'OGC disputera certainement. Voilà, des petits détails un peu croustillants. Kasper Schmeichel qui vient à contre-cœur au petit-déj, qui a essayé de les faire annuler, qui reste tout seul sous sa capuche, tout ça. Voilà, bon, on a eu un très très bon aperçu du coup du quotidien l'équipe sur ce qui pouvait se passer en interne avec le portier de l'OGC Nice. Messieurs, pas mal de questions, je pense, qui émergent par rapport à ça. Mais avant de vous laisser la main, juste deux petites précisions. C'est quand même pas la première fois qu'on entend parler de Kasper Schmeichel en mal dans la presse. Il y avait eu l'épisode voilà du coup de Jarnac avec Lucien Favre. Enfin, en tout cas, le petit coup de fil à Ineos pour se plaindre de Lucien Favre pendant la trêve internationale. Ces histoires aussi de masse graisseuse, tout ça. C'est un nouvel épisode du feuilleton, un épisode que Jean-Pierre River s'est empressé d'éteindre et de déclarer mensonger au micro de Amazon Prime. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que ce soit par rapport à la situation de Kasper Schmeichel, par rapport aux déclarations du président? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement? Vas-y Jérémy, je me réserve pour après. Ça marche. Merci Eric. Alors bon, moi du coup, la première chose dans tout ça, c'est que ça me déçoit quand même énormément de parler de Kasper Schmeichel avec ce cas-là, parce que donc moi je m'attendais bien sûr à ce que ce soit un second capitaine, quelqu'un qui porte le vestiaire et qui apporte toute son expérience cette année.
Tout ce que je vais dire par la suite est sous condition de si tout cela est vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi en fait qui sont exagéré ou voilà, amplifié. très exagérées par la presse. En plus, quand il s'agit de l'OGC Nice depuis un an, c'est vrai que les médias s'infiltrent un petit peu partout pour essayer de nous déranger. J'ai l'impression, ce qui est un peu le don de m'agacer. Mais après voilà, comme je le dis très souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, et comme tu l'as dit juste avant, c'est pas la première fois qu'on parle de Kasper Schmeichel et de ces histoires-là. Pour moi, si un joueur, quel qu'il soit, a un comportement comme celui-là, il n'a rien à faire au club. Et si il n'a plus envie de jouer, tout simplement, bah, il faut qu'il parte, hein, pour le club ou même pour lui-même. Je ne vois pas l'intérêt de rester si c'est pour avoir un comportement pareil, parce que ça veut dire qu'il est pas bien là où il est, donc il vaut mieux partir. Donc voilà, moi, si tout cela est vrai, c'est pour moi il faut qu'ils partent, tout simplement, parce que ça va pas, on peut pas garder des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. Je pense que voilà, les derniers départs qu'on a eu comme cela, c'est pas les mêmes cas, mais Kasper Dolberg, Amine Gouiri n'avaient plus forcément envie de jouer à Nice, ils sont partis, c'est même mieux pour eux, mieux pour nous aussi. Là, c'est pareil, je pense que s'il veut plus rester, et si ça lui convient pas, bah c'est pas la peine de rester. Après, je suis quand même extrêmement déçu de ce genre de comportement, surtout de sa part. Enfin, venir essayer d'annuler, comme tu l'as dit, ces rassemblements-là, venir avec la capuche sur la tête, c'est au-delà d'un problème footballistique, là, c'est professionnel et humain. Je suis quand même très surpris de ce genre de comportement par un joueur, un gardien de son expérience et de tout ce qu'il a pu vivre dans sa carrière. Et pour moi, il y a un problème de fond qu'on connaît pas encore une fois qui a amené ça. En tout cas, ça me déçoit un petit peu. Et après, même pas un petit peu, même beaucoup. Après, bon, que ce soit les propos du club ou de River en début de match, ça me surprend pas. On sait que On peut de pas toute trop façon, dire autre chose. De toute façon, il n'y a pas voilà, dire oui, c'est un voilà, enfoiré de première, sortez-le c'est de mon ça. club vite, quoi. Donc, Non, non, c'est ça. Le connaissant déjà, Jean-Pierre River, et en plus, voilà, il peut pas dire autre chose que bon, il fait partie de l'effectif, il se plie aux règles. Donc bon, voilà, on verra. Je pense qu'on en saura plus au mercato d'hiver et on verra. Enfin, après, j'ai envie de dire, s'il était titulaire aujourd'hui, c'est que la situation, elle n'est pas non plus super critique. Hein. Je pense que par contre, s'il avait été sur le banc et qu'il avait mis sa capuche sur le banc aussi, voilà, je pense que là, il y aurait un problème. Mais bon, là, il était titulaire, donc bon, je trouve la situation encore une fois un petit peu bizarre. Il faudrait que ce soit réglé, et surtout qu'on arrête à chaque fois d'en parler dans la presse dès qu'il se passe quelque chose dans le club. À chaque fois, cette année et même l'année dernière, j'ai l'impression que ça prend tout le temps beaucoup de tournures dans la presse et que ça s'enflamme beaucoup, alors que ça aurait pas lieu d'être, quoi. ouais, ça pourrait rester dans le C'est ça. vestiaire, justement. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, ce décalage entre sa titularisation, ce qui s'est dit cette semaine dans la presse, son rôle supposé dans une mini mutinerie contre Lucien Favre, même si les mots sont peut-être un peu forts. Alric, ce qui est étonnant, et c'est ce que souligne Jérémy assez intelligemment, c'est que tu te dis, autant qu'il ne soit pas satisfait de pas être titulaire indiscutable, vu son vécu, vu son statut, tout ça, on le comprend, et à la fois tant mieux qu'un joueur ne se satisfasse pas d'être en pré-retraite. Par contre, c'est sa réaction qui est un peu plus étonnante, parce qu'il pourrait très bien dire, écoutez, moi, le projet qu'on m'a vendu, c'est pas ça, le jeu, je me sens pas à l'aise, le coach ne compte pas sur moi, pourquoi pas trouver une porte de sortie après la Coupe du Monde. J'aurais probablement des offres si je fais des bonnes performances, et ça serait décevant pour l'histoire qui s'achèverait rapidement, mais à la fois ça serait quelque chose qui pourrait se comprendre et qui pourrait faire office d'un arrangement entre gentlemen. Là, par contre, t'as cette espèce de comportement vraiment toxique pour le vestiaire et pour le club qui vient se rajouter. Et ça, comme le dit Jérémy, c'est étonnant. Ce serait étonnant, parlons avec le conditionnel peut-être encore, parce que ce ne sont que des révélations de l'équipe, mais ce serait étonnant de la part d'un gardien d'une telle stature et d'une telle expérience. Oui, oui, et puis je vais pas reprendre ce qu'a dit Jérémy. Il a parlé de beaucoup de choses et je suis assez en accord avec ce qu'il a dit, donc je vais éviter de le paraphraser. Maintenant, j'ai envie de prendre avec des pincettes certaines choses euh, qui sont dites dans l'article de l'équipe, notamment parce qu'il est écrit par Bernard Lyon. C'est que c'est pas quelqu'un dont Ce n'est pas un ami du club, très voilà, clairement. c'est pas un ami du club, et puis c'est pas quelqu'un dont je mets la parole sur un piédestal. Après, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu, à moins de vouloir inventer euh, tout un drama pour nuire parfaitement au club à 100%. Je pense qu'il se base sur certaines choses qui sont sorties, et là ça soulève un autre problème, c'est qui parle dans ce vestiaire.
qui vient donner ces informations. Parce que typiquement, ce qui se passe au sein du club et ce qui est remis en cause dans le fonctionnement par Kasper Schmeichel au sein du club sont des affaires de vestiaire, sont des affaires qui doivent se régler en interne et dont on ne devrait pas avoir vent. Et ça me gêne un petit peu. Après, concernant l'attitude supposée, parce que je veux garder le conditionnel jusqu'à preuve du contraire, concernant l'attitude supposée de Kasper Schmeichel, si tout ce qui est dit est vrai, effectivement, c'est extrêmement décevant. Et justement, ça rajouterait à quelque chose, par contre, qui est factuel et qui est le problème sportif de Kasper Schmeichel, qui est très peu décisif, voire pas du tout depuis le début de la saison. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me fait dire que c'est quand même très très gros pour un gardien de son expérience, ou alors tout est un peu surexagéré, d'autant plus qu'il est titulaire encore en championnat, ou alors c'est une petite diva qui fait ce qu'il veut. Mais là, j'aurais quand même du mal à croire que le club laisserait passer ça en le faisant jouer match après match en championnat. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un peu des deux, mais qu'il y a peut-être tendance pour pouvoir faire vendre un peu de papier. Peut-être que je me trompe naïvement, mais j'ai tendance à croire que on envenime un peu trop les choses par rapport à ce qui pourrait être, on va dire, des petits caprices, mais qui sont quand même bien gérés, puisque le garçon continue à jouer. Et je veux pas croire que Lucien Favre se dise ah oui, c'est vrai qu'il coûte cher, donc je le fais jouer. Non, je pense qu'il y a peut-être des problèmes parce que de par son statut, il essaie de profiter de certaines choses. Mais bon, si vous vous souvenez bien, lorsqu'il y avait eu les premières rumeurs de problèmes au sein du vestiaire, il y avait quelques articles qui avaient dit les jeunes comprennent rien et les vieux essaient de faire le lien, mais ça fonctionne pas. Et il s'avérait qu'en fait c'était faux. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai plutôt envie de dire attendons de voir ce qui va se passer au mercato d'hiver parce que ça sera la vraie révélation. Si Kasper Schmeichel est encore là en janvier, on sera en droit pas de si dire insupportable que ça en réalité, voilà, peut-être. on sera en droit de se dire que c'était pas si insupportable. Et puis j'ai envie de dire pour tout doucement glisser vers le terrain que son attitude aujourd'hui sur le terrain avec ses coéquipiers était pas toxique, j'ai l'impression. Je l'ai trouvé plutôt dans son match. Ça donnait pas l'air de quelqu'un qui était déjà parti, voilà. en tout cas dans sa tête. Donc, c'est pas comme s'il avait laissé passer volontairement les 2 ballons qui sont rentrés dans son but. Et que c'est pas comme s'il avait pas eu quelques gestes encourageants ou même énervés pour un gardien qui venait encaisser des buts. Donc voilà, je me laisse encore le droit de pas de jusqu'à la Coupe du Monde, mais, tout simplement. Dans les 8 prochains matchs qui nous attendent, ça sera l'occasion peut-être de faire un premier bilan, de toute façon un premier bilan pour tout le monde, juste pour clôturer vraiment la page extra sportive. Et après, comme tu le dis, Alric, passons au terrain, ce qui est quand même largement le plus intéressant, mais on ne pouvait pas ne pas parler d'un tel article qui quand même parle de la vie de notre club et soulève beaucoup d'interrogations. Je voudrais vous poser une question, là c'est vraiment un avis personnel que je vous demande. Des histoires de problèmes de vestiaire, de joueurs qui soi-disant seraient pas contents, foutraient la merde, tout ça machin. Bon, ça arrive dans tous les clubs. On découvre peut-être un peu ça aujourd'hui parce que notre club attire un peu plus les médias, mais ça existait de tout temps. Il y a eu les épisodes Guiri, Dolberg aussi dans les dernières saisons. Rien de très nouveau. Par contre, ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est qu'en réalité, il y a vraiment aucune communication de la part du joueur comme de la part du club à ce sujet. On sait que soit Dolberg ou Guiri étaient assez présents sur les réseaux sociaux, alors davantage Amine Gouiri, qui avait souvent des petites productions du club où tu les voyais, donc on avait un peu ce jeu rigolo de dire ça y est, on a vu Kasper sourire ou Kasper a les cheveux un peu plus longs, ça y est, il va pouvoir à nouveau enculer des défenses, enfin voilà, tout ça. Mais en fait, Kasper Schmeichel, on ne connaît même pas le son de sa voix en réalité, j'exagère à peine, mais pas le son de sa voix, il ne s'exprime jamais. Alors je lui demande pas dès qu'on lui bave dessus de faire un communiqué de presse, mais là, il est quand même arrivé depuis 2 mois maintenant. Il y a eu beaucoup d'épisodes assez compliqués autour de sa personne, que ce soit totalement vrai, totalement faux, ou probablement entre les deux comme toujours. Ça, on ne sait pas. Mais en fait, il y a vraiment une espèce d'omerta et de silence qui règne autour de ce joueur. Est-ce que ça participe pas aussi un peu à alimenter des fantasmes et à alimenter une antipathie de la part notamment des supporters de l'OGC Nice, dont on fait partie naturellement?
Je pense que s'il ne réagit pas, alors ça peut laisser cet attracteur penser que il a tort et il veut pas en rajouter, mais peut-être que tout simplement il a pas envie de s'éterniser dans les médias. Peut-être qu'au club on lui dit c'est bon, laisse faire Après, un petit peu. je te dis pas qu'il doit faire une interview vérité dans Nice Matin ou dans l'équipe, mais tu vois, même dans les productions de la communication de l'OGC Nice, tu pourrais te dire, ben voilà, là, Casper Schmeichel, il a quand même pas du tout le vent en poupe. Est-ce qu'on ferait pas un mini format, tu sais, comme ils ont fait déjà des tas de vidéos avec des tas de Ouais, joueurs mais déjà il y a un problème sur il y a un- leur vie, leur musique, leur arrivée, leur pays d'origine et tout. Tu fais un petit format 5-10 minutes qui rend Casper sympathique. Je te dis pas que ça change totalement la vision du joueur, ça change pas le terrain de toute façon, mais peut-être déjà ça te fait un peu redescendre la tension. ouais, mais déjà C'est mon avis après, hein, mais je trouve qu'il y a un problème de communication dans le club depuis quelques temps. C'est que même quand vous regardez le Zap Gym, avant, on avait vraiment bien la vie de groupe. mm. On prenait un peu la température, le pouls de cette équipe et de son côté un peu familial. Aujourd'hui, je trouve que c'est de moins en moins présent. Tous C'est ces peut-être petits pas pour formats dont rien. tu parlais. Pardon? C'est peut-être pas pour rien en même temps que Voilà, tous ces petits formats dont tu parlais, il y en a de moins en moins. Est-ce que ça correspond à une volonté d'Ineos? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les joueurs qui se prêtent moins au jeu? Peut-être. Aujourd'hui, peut-être que Kasper Schmeichel n'est absolument pas homme à faire ce type de choses. Peut-être que ça l'intéresse tout simplement pas. J'espère juste une chose, personnellement, et c'est ce qui me fait le défendre encore parce que pourquoi pas en fait. J'espère par contre qu'il prend pas le club de haut et qu'il se considère pas au-dessus de l'institution parce que si c'est le cas, et j'attends la preuve de ça parce que au contraire je continuerai à le défendre. Si c'est le cas, qui se croit plus haut que le club, par contre, il aura plus du tout ma défense mm. par rapport à ça parce que aucun joueur n'est au-dessus de l'institution OGC Nice. Et par contre, comme tu le disais, c'est peut-être quelque chose auquel on n'est pas encore habitué. C'est que des histoires de vestiaires, il y en a partout. On parle de Paris Saint-Germain toutes les semaines Mm. et de l'Olympique de Marseille toutes les semaines. Pourtant, ça ne s'empêche pas d'avoir des résultats. Et par contre, je veux bien, tu sais, je prends un exemple, je suis sûr qu'au stade de Reims, qui est parmi les dernières équipes du classement, il y a des histoires aussi, je suis sûr. Mais comme tout le monde s'en fout, on n'en parle pas. Donc peut-être que parce que le GC Nice, comme tu le disais, attire un peu plus la lumière par le bon côté, c'est-à-dire des joueurs un peu de renom, et aussi par le mauvais côté, parce qu'on a quand même pas mal d'histoires ces dernières semaines. Euh, on parle de plus en plus de nous. Maintenant, je pense que du côté supporter, il faut s'y habituer, pas accepter de se faire marcher sur les pieds, ça c'est clair. C'est pour ça que je remets en cause un peu tout ce qui peut se dire tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Et tant que le club n'aura pas pris position de dire vous dites de la merde ou bon, il C'est va un peu ce falloir qu'a fait Jean-Pierre River quand même. oui, mais parce que comment dire, il le fait. Oui, En le fait fait, je est qu'on pense lui qu'il pose faut. la question et qu'il ne peut pas faire autre chose de C'est toute ça, façon. Donc, voilà. C'est Il un est petit dans peu. son rôle. mm. C'est un petit peu ce que je lui reproche depuis quelque temps. C'est tant qu'on lui met pas les mains dans la merde Mm. en lui disant bon alors comment ça se passe, ben il le fera pas. Alors que j'aimerais bien que s'il y a pas d'incendie, dès qu'il y a un départ de feu, on l'éteigne tout de suite. Mm. C'est un petit peu ce que je reproche au club, mais ça va de pair avec cette image d'Ineos, Mm. pas de Cette vague. volonté d'être vraiment lisse Voilà, et le fait autant que d'être possible. pluraliste, bah, si tu veux, moi, on m'a toujours appris que celui qui voulait être neutre, c'était celui qui avait tout le temps des emmerdes. Mm. Donc, à un moment donné, je pense que il faut prendre position et oser dire non, vous dites de la merde, ou alors oui, il y a des histoires de vestiaire, mais ça reste dans le vestiaire, point. Jérémy, du coup, rapidement, qu'on passe au terrain, parce que finalement, on a vraiment fait un long chapitre là-dessus, mais bon, je pense que c'est quand même symptomatique aussi de l'ambiance qui est un peu, hein, comme disait Alric, peut-être manque d'ambiance familiale dans le club depuis le début de la saison, voire la saison précédente. Est-ce que pour toi, en fait, Kasper Schmeichel aussi, c'est ce côté extrêmement discret. On l'a checké sur la coulée verte quand il est arrivé. Et en fait, depuis, on l'a plus jamais vu dans une production du club. On l'a pas entendu. Il y a déjà eu deux trois histoires, deux trois casseroles au cul. Il s'est jamais exprimé lui dessus. On n'a jamais essayé de redorer un peu son image. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que c'est
je vais pas dire bizarrement géré parce que j'ai pas la prétention de savoir mieux le gérer, mais en tout cas qu'on laisse la situation telle quelle et que du coup ça permet aux réseaux sociaux et à des podcasts comme le nôtre évidemment d'essayer de gratter là où en l'absence de réponse on essaie d'en trouver. Ouais, je suis plutôt en accord avec ce que vous avez dit. Le souci, c'est que bon, je pense que Kasper Schmeichel n'est pas forcément invité à parler, et en plus, je pense qu'il a pas forcément envie aussi de caractère plutôt discret. Je pense qu'il a pas forcément envie d'en parler, et peut-être que tout simplement, en fait, il se passe beaucoup de choses. Enfin, tout ce qui a été dit n'est pas vrai, et qu'en fait, il a même pas envie de lutter contre ça. Après, sur la communication, je trouve aussi c'est très dommage qu'on on est vraiment très peu au courant. Alors, on n'est pas censé être au courant de tout ce qui se passe dans le club, hein, heureusement, mais c'est vrai que dans la communication, le club laisse passer très peu de choses, je trouve, aux supporters. De manière générale, tout doit être, comme vous avez dit, très lisse, très soporifique, même des fois, j'ai envie de dire. On se Je regarde plus, je regarde plus les Zap Gym depuis quelques temps. Depuis que le Zap Gym, c'est une compilation des autres contenus que tu as sur tous les réseaux sociaux, en fait, soit on les a déjà vus, soit si on les regarde pas, c'est qu'on n'avait pas envie. Et c'est symptomatique de ce que dit Jérémy, justement. Il n'y a rien qui passe. Alors qu'avant, tu savais qui était pote avec qui, tu vois. Tu savais que tu avais Lesmelou et Souquet qui étaient potes, tu savais que... Ils allaient faire un golf, ils allaient faire du vélo. Voilà, tu vois, tu savais un peu les affinités qu'il y avait, sans même psychoter à parler de clan ou tout. Voilà, tu savais que Saint-Maximin Balotelli rigolait bien, avec Burner aussi, et Clemencia quand il sortait en boîte. Pardon. Mais voilà, c'est vrai que Raimi aurait adoré cette équipe. Raimi aurait adoré. C'est vrai, on a adoré. J'ai adoré Miziane, pardon. Excusez-moi, j'ai des flashbacks d'une autre époque qui me reviennent avec certains mots. Ok, écoutez, est-ce que voilà, j'aurais autre chose à rajouter rapidement. Bien sûr. Après, passons au terrain, par contre, s'il te plaît. Oui, t'inquiète, ça va être très rapide. Je vais prendre les mots de mon acolyte de Copéglon, monsieur Sébastien Serrano, qui disait si toutes les semaines on a besoin d'un démenti pour que les supporters de Twitter ou autres soient rassurés sur ce qui se passe au club, on va pas s'en sortir. Donc je pense qu'il faut juste s'habituer à ce que c'est que de devenir un club dont on parle souvent. Et parce que je pense que les supporters du club parisien, par exemple, ont les oreilles qui sifflent toutes les semaines. Donc je pense qu'il faut. Mais ils ont pas besoin d'une déclat de Nasser pour dormir la nuit après toutes les semaines. Exactement. Donc je pense qu'il faut s'habituer à avoir les yeux qui piquent et les oreilles qui sifflent, se défendre quand c'est nécessaire et puis laisser couler quand c'est de la merde. Okay, bon, on verra aussi avec les changements d'organigramme, que ce soit messieurs Bocquet ou Zolfi qui arrivent. Est-ce que voilà, tu vas avoir des relais médiatiques qu'on n'avait pas aussi jusque là. On découvrira ça dans les prochaines semaines, peut-être sur la phase retour début 2023, le temps que ces messieurs arrivent, prennent un peu leurs fonctions et que la Coupe du Monde au Qatar se passe. Bon, on a fait une petite vingtaine de minutes là quand même sur les dossiers hors sportifs. Je crois qu'on aime bien, on est des petits fouilles merde aussi, hein, vous le savez quand même. Si vous nous écoutez, c'est aussi pour ça. Avant Tunisia, c'est un peu son ADN. Hein, voilà, c'est l'ADN du club, c'est l'ADN du podcast. C'est nous, si jamais on peut créer une polémique, y a pas de souci. Non, quand même. On n'est pas de ce, on n'est pas de ce niveau-là, j'espère. En tout cas, pas que. On parle aussi un peu terrain et on va y passer tout de suite. Victoire 3-2. Donc, d'un côté, on va voir ce qui est positif. 3 buts marqués, ce qui est inédit cette saison. Une première victoire en championnat à domicile aussi. On l'attendait depuis 2 mois. Ces choses faites. Une place au classement. Alors, je vais pas dire une 13e place confortée. Ça fait quand même un peu rascleux. Mais voilà, on continue à maintenir une petite distance avec le bon wagon, en tout cas dans ce championnat qui nous laisse espérer qu'avec l'enchaînement des matchs et d'un calendrier plus facile, on va pouvoir accrocher la première partie de classement avant la Coupe du Monde, mais aussi également ces 20 dernières minutes où la lumière s'est complètement éteinte. On a encore joué à se faire peur jusqu'au bout alors qu'on avait enfin maîtrisé un match, peut-être pour la première fois depuis le début de la saison, c'était maîtrisé d'un bout à l'autre. Mais voilà, il y a eu ces 20 dernières minutes qui nous ont fait très très peur et qui vont nous permettre aujourd'hui d'ouvrir quelques dossiers sur la gueule de certains joueurs. Messieurs, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Parlons peut-être tout simplement du 11 choisi par Lucien Favre, parce que, sauf erreur de ma part, du coup, retour
de la défense à 3 qui avait été un peu les meilleurs moments de l'OGC Nice, avec notamment la titularisation de Mattia Vitti. Calme-toi Jérémy, je te donne la parole dans 2 secondes. Hein. Je sais que tu bouillonnes sur ton... parce que bois du petit lait, on arrive, il n'y a pas de souci. Ce milieu de terrain, Lemina Thuram, qui a été reconduit du coup, et cette attaque à 3, Pépé Diop Delors, du coup, Laborde qui est remplacé par Delors, mais un système assez similaire au final à ce qu'on a vu se répéter ces dernières semaines, celui qu'on voulait revoir en tout cas, des meilleurs matchs du gym. Est-ce que pour vous c'est cette certaine stabilité, malgré quelques changements de joueurs, qui commence aussi à permettre au gym de mieux exprimer son jeu et d'avoir de meilleurs résultats, parce que ça y est, certains enseignements de Lucien Favre commencent peut-être à rentrer, et certains joueurs commencent à avoir des repères entre eux et sur le terrain? Ouais, moi je pense je pense avoir l'avis un petit peu général, comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble. Le 11 de départ semblait plutôt cohérent et on est dans la continuité notamment du match contre Paris à niveau tactique avec ce 3-4-3. Pour moi, c'est pour l'instant la meilleure solution parce que tu mets tes deux pistons, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Youssef Attal, et aujourd'hui c'était Joe Bryan qui est justement un profil quand même plus offensif que Melvin Barr. L'équipe non était, je la trouve équilibrée, cette équipe-là, justement, un milieu Lemina Thuram qui commence à être aussi bon sur le terrain que sur le papier, donc c'est très positif. On a eu un Andy Delors qui était beaucoup mieux, je trouve, aussi dans le jeu. Aujourd'hui, il a eu plus d'opportunités, il a eu pu faire plus de décalage. Je pense qu'aussi il a été bien aidé par Nicolas Pepe et Sofiane Diop qui montrent quand même pas mal de choses, enfin sur ce match-là, qui ont montré quand même pas mal de choses. Notamment Sofiane Diop qui a encore pour moi fait un excellent match avec 2 passes décisives. En plus il revient beaucoup défendre, donc c'était très bien. Donc je suis plutôt dans l'ensemble, on va parler d'abord de cette première grosse partie de match où je pense qu'on a fait vraiment un très très bon match, on l'a maîtrisé, on a enfin eu une équipe qui a joué ensemble, qui a montré de l'envie, qui a montré des premiers automatismes intéressants. Je pense que dans l'ensemble tout le monde a plutôt fait un bon match. Ponctué par de très très bonnes performances de quelques joueurs. Mario Limna qui a été stratosphérique encore une fois cet après-midi, je l'ai trouvé énorme. J'ai beaucoup aimé le match de Mattia Vitti, hein, qui en plus a marqué un très beau but. Tu peux clasher, hein, tu peux y aller hein, sur Mattia Vitti, tu peux... Non, comme j'avais dit, c'était en train de devenir mon chouchou. Là, quand j'ai vu marquer, c'est bon, c'est fait maintenant. C'est signé. C'est signé, voilà. C'est fait. Donc, mais but en professionnel, c'est magnifique. Oh non, en plus, il met un très beau but. Hein. Son déplacement dans la surface est bon. Et en plus, il met quand même beaucoup de casque. C'est un très très beau but. En plus, il nous met dans de bonnes conditions. Et par la suite, il fait encore un bon match. Hein. Il fait vraiment encore... je trouve qu'il fait pas d'erreur. Il est toujours là. Il est présent. Donc, je trouve ça vraiment positif. Youssef Attal avant sa sortie aussi qui fait un excellent match. Sur Amazon, il disait qu'il était vraiment énorme. Et Joe Bryan, moi j'ai bien aimé aussi. Il était moins bon bien sûr que Youssef Attal, mais je l'ai trouvé plutôt. C'est un peu une pile ce joueur. J'aime bien parce qu'il fait des fois des petites erreurs, mais il court beaucoup, il propose des solutions, il se pose pas trop de questions. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Alors, je le trouve dans ce rôle-là en tout cas, en 3-4-3, je le trouve bien. On va parler de tout ça, hein, Jérémy, parce que bon, là t'es lancé, tu nous déroules toute l'équipe, hein, donc. Je fais le conseil de classe. Voilà, je fais le conseil de classe. Bon, on sait à qui tu vas donner un avertissement, un blâme, oui. Même peut-être, mais on va y venir. Alric, pour rester vraiment à la feuille de match entre guillemets, sur le choix tactique à la fois de rebasculer sur ce 3-4-3, comme le dit Jérémy, c'est ce qui est le plus cohérent, le plus équilibré par rapport aux hommes en forme en ce moment de Lucien Favre. C'est ce qui nous a permis de produire le jeu le plus chatoyant, et c'est ce qu'on a vu en plus, hein, jusqu'aux changements qui ont un peu déstabilisé l'équipe. On y viendra dans la deuxième partie de notre analyse du match. Est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire, ou est-ce qu'en fait il y a aussi un peu, et Jérémy, si tu veux réagir après, parce que c'est une petite question bonus que je ne t'ai pas posée, est-ce qu'il y a aussi une hiérarchie qui commence à se dessiner? On disait au début de saison qu'en fait on ne savait pas faire un 11 avec cette équipe parce que tous les joueurs nous semblaient interchangeables. Peut-être un mois plus tard, là, c'est nettement moins vrai. J'ai l'impression que tu as quand même t'as quand même on va dire 70% de l'équipe où maintenant tu as très clairement des titulaires qui sont établis, et on l'a vu en fin de match, les remplaçants sont quand même moins haut niveau. Ah le 11 de départ, typiquement, je pense que tu as, comme tu le dis,
les trois quarts qui sont des titulaires indiscutables. Je pense notamment à ta défense. Enfin, si tu fais une colonne vertébrale, bon, le gardien, c'est une autre question, mais Todibo Dante, ça bouge pas. Lemina, ça bouge pas. Thuram, ça peut très bien tourner avec peut-être Ramsey ou Barclay encore que ça se discute. Mais là où j'avais peut-être la petite question aujourd'hui dans le 11 de départ, c'était par rapport à Andy Delors que j'aime pas trop voir seul en pointe, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il a fait même des appels en profondeur. Donc c'était intéressant. Il s'est retrouvé en position de pas forcément de toujours tirer, mais de faire jouer ses partenaires. Donc si aujourd'hui il a trouvé des repères avec ses compères que sont Nicolas Pepe et Sofiane Diop, ce n'est qu'une bonne chose pour la suite parce que on sait qu'on pourra se reposer sur deux vrais attaquants qui fonctionnent en paire, mais aussi en sol en pointe. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien cette défense à 3. Par contre, je trouve que c'est risqué dans le sens où si y en a un qui se blesse, eh bien, t'as pas beaucoup de solutions de rechange. Bah t'as avec Sorensen derrière qui n'était même pas sur la feuille de match au final. Déjà, ça c'est curieux, oui. Et puis surtout... et tu as Pablo Rosario dont on va très certainement parler dans cette émission. En tout cas, ça m'a été réclamé sur Twitter très très fortement. Donc bon, on va ouvrir le dossier plus tard. Pour répondre à ta question globale, ce 11, c'est un 11 qui est logique par rapport au match que tu as eu dans la semaine. C'est bien d'avoir reconduit par exemple Nicolas Pepe, qu'on critiquait beaucoup à juste titre. Qui avait fait un bon match sur la scène européenne, hein, du coup. Qui avait fait un match plutôt correct sur la scène européenne. Qui avait été le plus dangereux des Niçois. Après, tout n'avait pas été réussi, certes, mais... Il méritait au moins 2 buts. Et après, aujourd'hui, il a fait un plutôt bon match. Hein. Je ne dévoilerai pas ce que Jérémy a dit en off pendant ce match, mais il a subi le syndrome du commentateur, c'est-à-dire une critique et hop, une grosse action derrière. Garde les secrets du vestiaire avant Tinissa. Voilà, exactement, c'est pour ça. Ça va sortir dans la presse après. Voilà, après, ça sortira dans l'équipe écrit par Bernard Lyon, t'imagines, ça va être... Voilà, du coup, moi je pense que son 11 de départ est plutôt logique. J'aime bien cette défense à 3 parce que j'ai l'impression que tout le monde est à l'aise et à son poste. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve des bons remplaçants. Ouais, effectivement, hein, parce que autant sur le 11 et sur les 60 premières minutes où il n'y a eu pas ou peu de changements, hein, malgré la petite sortie sur pépin physique de Youssef Attal, hein, sur laquelle on va revenir forcément. Le qui a fait une bonne rentrée, hein, je tiens à le souligner, mais... Oui, bon. Voilà. Bon, alors... commençons, ça va être le premier débat du coup, je pense, de cette émission. Tu disais effectivement des remplaçants qui sont pas nécessairement au niveau, mais parlons déjà des titulaires, de ceux qui ont montré vraiment une grosse satisfaction. Et Youssef Attal, Jérémy, t'avais commencé à en parler lors de ton préambule, mais en fait, Youssef Attal a encore fait un excellent début de match dans la capacité de remonter le ballon, de dribbler son vis-à-vis, sa qualité de centre aussi, qui a peut-être pas d'équivalent dans nos latéraux. Là aujourd'hui, il sort parce que ses ischios ont commencé à chatouiller. Lucien Favre dit que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais qu'au moins il s'est arrêté assez tôt, donc on peut espérer une indisponibilité d'assez courte durée. On attendra les retours du docteur du club forcément. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, à l'image de certains autres joueurs, et je pense qu'on a tous le même en tête, est-ce qu'on peut dire que l'OGC Nice est dépendant de Youssef Attal, tout simplement, ou est-ce que Jordan Lotomba, par intermittence, peut représenter une bonne alternative? Le problème, c'est que oui, pour moi, là, ce match-là a montré qu'on était dépendant de certains joueurs. Je pense à Youssef Attal et Mario Lemina, surtout. Oui, parce bien que sûr. c'est les deux joueurs qui ont fait vraiment un excellent match. Et bon, comme par hasard, dès que Mario Lemina est sorti, on n'a plus joué du tout. Et on a été en très grosse difficulté. C'est pas la première fois qu'on se fait la réflexion cette saison, bizarrement. C'est le cas à Paris, déjà. Ouais. C'est ça. Ça fait plusieurs fois, donc je pense que là, c'est plus une coïncidence, surtout quand on voit le niveau de Mario Lemina, c'est normal. Après, moi, ce qui me gêne sur ces entrées-là, et surtout, je prends pour exemple les entrées de Jordan Lotomba et Pablo Rosario, je leur demande pas d'être au niveau de Youssef Attal et Mario Lemina. Mais là, quand même, il y a des limites, quoi. Je veux dire, Lotomba, en fait, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais on l'a pas vu, en fait. Il a rien fait.
à un moment donné, on l'a revu en seconde mi-temps, je crois que sur une action défensive, je me suis rappelé qu'il était sur le terrain. Donc il n'a pas été mauvais, mais enfin, pour que j'arrive à me dire que j'avais oublié qu'il était là, c'est que il fait pas non plus un match exceptionnel. Et pareil pour Pablo Rosario, son entrée, je veux dire, il est pas horrible, il perd pas tous ses ballons, mais je veux dire, il en perd quelques-uns, mais je veux dire, t'es gentil quand tu dis que c'est pas horrible, parce que enfin, il fait quasiment rien aussi, et tu peux pas, il peut pas laisser Kefren Turam seul au milieu comme ça, donc je leur demande pas d'être au niveau de ces joueurs-là, mais là c'est pas possible de faire des rentrées pareilles. Après bon, globalement l'équipe s'est un peu relâchée aussi, c'est pas que de leur faute. Mais je veux dire, leurs rentrées, elles sont pas bonnes. S'ils pensent en rentrant en se disant bon, on mène 3-0, donc c'est bon, on n'a qu'à faire le strict minimum, on va s'en sortir. Non, tu rentres en jeu, essaie de montrer des choses quand même. Justement, c'est le moment. Donc c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que là, pour moi, on commence à avoir une dépendance à certains joueurs. Et c'est pour Youssef Attal, c'est pas bon parce qu'on sait que physiquement, il va se blesser quelques fois. Donc c'est pas une très très bonne nouvelle ça. J'ai un peu de mal avec le fait que tu mettes sur le même niveau l'entrée de Jordan Lotomba et l'entrée de Pablo Rosario, parce que oui, il n'est pas aussi explosif Jordan Lotomba que c'est fatal, mais c'est typiquement dans le dernier quart d'heure où tu as complètement arrêté de jouer. Ça faisait un petit moment qu'il était sur la pelouse, Jordan Lotomba. Enfin, si ça avait été catastrophique sa rentrée, on aurait déjà pris le bouillon dès qu'il était rentré à la 40e minute. Ça n'a pas été le cas. Donc certes, il n'est pas explosif offensivement, et ça je l'entends parfaitement, mais je l'ai pas trouvé catastrophique. Par contre, c'est clair que quand Pablo Rosario est rentré, et ça me fait encore mal au cœur de le dire, mais parce que il suffit de se souvenir de comment on parlait de lui la première partie de saison l'année dernière. Je comprends pas ce changement radical de niveau, ce changement même de personnalité, où il y a même plus ce côté de combattant. Dès qu'il a réussi à faire une passe vers l'avant correct, je fais ah, et en fait non, non, c'est catastrophique. Et pour parler des remplaçants, enfin Ross Barkley, j'en avais beaucoup d'espoir sur lui lorsqu'il est rentré à Ajaccio. Là, il a eu quelques occasions où il fallait jouer le 3 contre 2, le 4 contre 2, et il a tout raté. Tout raté. À l'image de son match face à Paris, où ça avait été probablement le moins bon niçois, hein, Ouais, d'ailleurs, ouais, dans le 11 titulaire. c'est dans la continuité de son match compliqué à Paris. Bon, après, on pouvait dire c'est contre Paris, mais bon, là, t'es pas contre Paris, t'es contre 3. Typiquement, oui, si c'est pas le moment où tu te montres, tu sais pas trop comment ça va être dans la saison, même si ne manquons pas de respect à 3 qui est à égalité avec nous au classement quand même. Hein, donc, ouais, non, mais après, par exemple, tu vois, je pense que tous nos remplaçants n'ont pas été, enfin tous nos remplaçants, excepté Jordan Lotomba, parce que j'ai pas envie de le mettre au même niveau, mais tous ceux qui sont rentrés en seconde mi-temps n'ont pas été bien. Je pense même à Gaëtan Laborde, parce que ok, il s'est créé une grosse occasion, mais dès que on lui faisait une petite passe en profondeur sympa, oh bah non, j'y vais pas parce que je suis un peu cramé physiquement. Ouais, mais garçon, on a que toi sur le terrain, donc. Jérémy, pour rebondir sur ce que vient de dire Alric, en fait, est-ce qu'au-delà d'une question de niveau qu'on aurait du mal à juger en plus sur juste une demi-heure, bon, même si pour certains joueurs comme Pablo Rosario, ça a quand même tendance à se répéter ces dernières semaines, les prestations catastrophiques, est-ce que c'est pas aussi une question d'attitude? Parce que moi, voilà, Gaëtan Laborde, il peut aussi claquer le but du 4-0 et on n'a pas cette discussion hein, à quelques centimètres près, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, dans l'entrée de Pablo Rosario, même dans celle de Jordan Lotomba qui défensivement s'est fait exploser sur notamment l'un des deux buts troyens, mais aussi l'entrée de Gaëtan Laborde, c'est en fait t'as l'impression que ils ont trottiné, ils ont pas mis l'intensité et l'impact physique dans les duels que Andy Delors et que Mario Lemina ont mis. Alors c'est sûr, c'est pas le même profil de joueur, même si Pablo Rosario, il a certes pas les cuisses de Mario Lemina, mais c'est pas un freluquet non plus, très loin de là. Mais en fait, je me suis fait, tu te fais la réflexion. Et je crois même c'est je sais plus sur lequel des deux buts troyens où en fait il récupère je crois que c'est sur le premier du coup au moment de la frappe où en fait je crois que c'est Gaëtan Laborde qui va même pas à fond dans le duel et qui laisse du coup le Troyen faire sa récupération et son enchaînement avec le ballon. Est-ce que c'est vraiment pas davantage au niveau de l'implication? Est-ce que comme dit Alric, c'est parce qu'on menait 3-0, ils se sont dit on a juste à faire notre décrassage et de toute façon qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Ou est-ce que en fait, s'il y a encore dans l'équipe
au-delà de 2-3 leaders physiques, techniques et charismatiques, un vrai problème dans l'implication et dans la rigueur sur 90 minutes. Ou même sur 30 d'ailleurs pour les derniers rentrants. Alors juste pour rectifier une petite chose, en fait, je mettais pas l'entrée de Lotomba sur le même niveau que celle de Rosario. Je prenais juste comme exemple qu'en fait, on avait un trop d'écart entre Youssef Attal et Mario Limina et Jordan Lotomba et Rosario. Mais après voilà, c'est juste que pour moi, en plus là comme l'a dit Sky sur les débuts défensivement, même Lotomba n'était pas, il est trop loin du niveau de Youssef Attal et c'est pas forcément bon. Après oui, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il y a eu des entrées en jeu. Et ils se sont dit, voilà, au lieu de se dire, bon, bah, on essaie de montrer quelque chose parce qu'on a le temps de montrer peut-être quelque chose et de montrer qu'on est là, on se laisse aller parce que de toute façon, les autres ont fait le travail et on peut se reposer, quoi, et attendre le prochain match. Je pense qu'ils se sont dit ça. Je pas envie de dire compréhensible, mais ça peut arriver. Après, il faut quand même montrer un minimum d'implication et un minimum d'envie parce que et c'est ça qu'on critique là aujourd'hui, c'est que tu peux pas rentrer et amener si peu. Et après, le problème, c'est que ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça, quand même. On a, je trouve, vraiment un décalage entre les titulaires. Et dès qu'on a les premiers changements, c'est peut-être aussi pour ça que Lucien Favre n'en fait pas énormément non plus. On se dit, bah, il y a quand même un écart de niveau. Et on a l'impression que, en fait, tout l'effectif a du mal à être concerné en même temps. Donc c'est c'est peut-être dans la préparation des matchs, où c'est un peu étrange, en tout cas, ce phénomène-là est un petit peu étrange, mais c'est pas la première fois. Et ça me dérange un petit peu dans le sens où on va avoir besoin de tout le monde dans les matchs qui vont arriver, parce que ça va s'enchaîner encore, on va avoir des matchs très importants. Et donc si on commence à voir par exemple, Youssef Attal qui se baisse pour quelques matchs, Mario Limna, là c'est bien, il a pu souffler, mais si par exemple il est suspendu ou blessé un ou deux matchs et qu'au milieu on continue à se faire passer comme on se fait passer en fin de match, on va potentiellement perdre des matchs, perdre des points très importants. Donc on peut pas être aussi dépendant de certains joueurs. Donc j'espère que ça va pas continuer, que ce phénomène de jeu, de remplacement ne va pas continuer. Personnellement, moi, il y a un truc qui m'a quand même bien gêné par rapport aux remplaçants, c'est que bon, Ross Barkley fait pas une bonne rentrée, ça c'est un fait. Maintenant, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a du toucher de balle et notamment quand il fait des passes en profondeur. Il a essayé de jouer vers l'avant. C'est à peu près la seule qualité qu'on peut lui reconnaître sur sa rentrée. Une ou deux fois, il arrive à faire des passes. Waouh, bien joué quoi. Et il manque soit un sens de l'anticipation à Gaëtan Laborde, soit un manque physique. Donc j'étais là et je me suis dit, il a joué jeudi, il est peut-être fatigué avec le voyage, le machin, le truc. Puis après je me dis, mais attends, ça va quoi. Il rentre que 30 minutes s'il n'est pas capable. Parce que clairement, sur une ou deux actions où il a été trouvé il a été cherché en profondeur, les commentateurs de Prime disaient il est peut-être fatigué des matchs de jeudi, il en reste encore peut-être un peu dans les pattes de fatigue. Je me disais mais en fait c'est un peu le principe d'un joueur professionnel de haut niveau, il faut enchaîner les matchs. Donc je pense que il y a un peu de tout, mais je déplore un petit peu ce problème physique qui est récurrent chez nous et peut-être un problème d'implication. Mais ça, j'ai du mal à y croire parce que je me dis quand même, on a vu qu'à 2 ou 3-0, on pouvait commencer à baisser les bras. On a quand même continué à faire ce qu'il fallait. Et dès que nos remplaçants sont rentrés, il y a eu une baisse de niveau. Mais je déplore quand même ce manque physique parce que c'est un problème qu'on a quand même soulevé depuis le début de la saison. Que dès qu'il faut faire un peu plus d'efforts, on a du mal. Et alors j'ai un sentiment, peut-être que vous le partagez ou pas, c'est que ce problème-là, des remplaçants, il est interchangeable. C'est-à-dire que là, on peut critiquer Barclay, Laborde et Rosario, mais alors par contre, j'ai l'impression que dès qu'on fait rentrer Delors, dès qu'on fait rentrer même Thuram des fois, j'ai l'impression que le problème est le même. C'est-à-dire que les remplaçants, il y a toujours un souci. S'ils sont pas titulaires, les mecs, ils sont pas bons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai depuis plusieurs matchs déjà. C'est le terme de remplaçant en lui-même. Dès qu'ils sont sur le banc, les mecs, ils sont pas bons.
Ouais, tout à fait d'accord. Ben, on avait eu la même réflexion déjà sur le match contre Paris, où Mhm. justement, quand on a sorti quelques joueurs, ben, dont Mario Lemina, justement, on a commencé un petit peu à subir et à s'écrouler. C'est pour ça que je disais que c'était plus un problème, j'ai l'impression, général depuis quelques matchs. Et je pense qu'en fait, c'est dans la préparation des matchs, ou peut-être dans même l'échauffement, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on n'arrive pas à lancer les joueurs en fait dans le match, peut-être. Parce que vu que c'est pas des joueurs précis, c'est peut-être un problème dans la préparation des matchs, tout simplement. Sachant que le GC accueille un nouveau préparateur physique, Loïc Dupont, en tout cas, en tant que consultant, au moins dans un premier temps. On avait parlé dans un précédent podcast, ancien préparateur physique du Real de Zidane et des Bleus, champion du monde en 2018. Donc, a priori, plutôt une pointure dans son domaine. Mais voilà, il arrive là, je crois qu'il est arrivé cette semaine ou dans celle qui vient, en tout cas, mais dans un rôle de consultant externe jusqu'à la Coupe du Monde. Alric, tu voulais ajouter un truc Ouais, là-dessus après, si je t'ai il y a quelque coupé. chose il y a quelque chose que je voudrais rajouter. Alors, c'est à contre-cœur que je le dis ça, mais il faut quand même être objectif, je pense. Moi, je me questionne sur la gestion des joueurs par Lucien Favre, notamment la gestion des remplaçants. Pourquoi je dis ça? Parce que Rosario, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il rentre et qu'on voit qu'il est dégueulasse. Pourquoi BKBK, il rentre un match sur trois? BKBK, il est tricard, parce que autant que Boudaoui ne rentre pas, alors qu'on l'a aperçu ces dernières semaines dans la gestion Pourquoi physique, je peux Boudaoui, il comprendre. joue jamais? Bah, J'ai Boudaoui, même pas, Boudaoui, il a joué là quand oui, même. mais enfin oui, je veux dire, il a joué. Il joue très très peu quand même. Hein. Je veux bien, c'est un joueur qui a tendance à se blesser et tout machin. Mais BKBK, Moi, c'est vrai que lui, entre l'investissement et son profil qui du coup serait intéressant de faire à la rentrer en place de, cours de match pour apporter un peu de liant et un peu d'impact, lui, pour le coup, on ne le voit vraiment jamais. Et c'est compliqué de donner l'argument sportif parce que certes, il a fait des mauvaises entrées sur ses dernières apparitions, mais pas plus, pas moins que Pablo Rosario et Ross Barkley. Donc en fait, des fois, il enchaîne 2 matchs consécutifs et puis après, tu le vois plus pendant 3 matchs. Je me questionne sur la gestion de l'effectif par Lucien Favre à certains moments, notamment au niveau des remplaçants. Par exemple, le petit Mendy qui a signé son contrat pro, il n'est pas dans le groupe. il est jeune encore. Ok, très bien. Le petit Buonanni qu'on avait vu très très bien pendant la prépa, on l'a jamais vu dans le groupe encore. C'est des joueurs, typiquement sur un match contre 3 où tu mènes 3-0 et tu as besoin d'un peu de folie. Oui, si c'est pas là que tu les lances jamais, quoi. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est qu'un Buonanni, par exemple, pour remplacer Nicolas Pepe, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le mec, il va se dire c'est ma chance, j'ai 30 minutes, je vais pouvoir mettre un peu le feu. Et c'est que ça que tu as besoin de faire en fait. Tu ne sais pas gérer. On ne sait pas gérer, c'est un fait. On a encore vu, on veut jouer à la baballe, on veut jouer dans notre camp, à montrer qu'on est un peu le Barcelone du pauvre, Barcelone de la grande époque, hein, le tiki caca, on va appeler ça. Voilà. Donc pourquoi ne pas continuer sur l'objectif de vouloir planter des buts encore et encore? Typiquement, c'est un match que tu dois gagner 5 ou 6-0 aujourd'hui avec les poteaux, Mm. avec les occasions ratées toutes faites. Mais encore une fois, voilà, on s'invente des possibilités, un talent qu'on n'a pas encore, une gestion de match qu'on n'a pas encore, et surtout, on voit pas, on voit que des profils défensifs à partir d'un certain moment. Là où j'ai envie de voir des joueurs qui explosent, et je me questionne sur aussi le travail de Lucien Favre en ce sens. Je ne comprends pas tous ces choix. On a envie de voir en tout cas on préférerait voir des nouveaux joueurs sur qui on est resté plutôt sur une note positive. Tu parlais voilà des jeunes qu'on a vus pendant notamment l'intersaison, plutôt que sur des joueurs qui effectivement rentrent match après match et font toujours des prestations un peu dégueulasses. C'est une interrogation. Après, il y a quand même un gap physique aussi entre la réserve et puis les néo-pros et la Ligue 1. C'est peut-être compliqué de lancer des jeunes aussi dans une équipe qui est malade. Jérémy, enfin qui est malade, peut-être un bien grand mot, mais c'est une équipe qui manque de repères et de confiance. C'est pas non plus le terreau idéalement fertile pour pour lancer un jeune joueur dans le monde pro. C'est à double tranchant, je pense, parce que ça peut être aussi le moment où des jeunes joueurs peuvent s'imposer et se montrer aussi, je pense. Mais c'est vrai que Lucien Favre ne veut pas, je pense qu'il veut pas les lancer comme ça actuellement, alors qu'on n'a pas quelque chose de très stable. Après, quand même, ça va quand même beaucoup mieux depuis le match contre Paris. La trêve nous a fait du bien. Mm.
Et on voit quand même on voit quand même de la cohérence dans l'effectif un peu plus qu'avant. Bon, c'est vrai qu'avant il n'y a pas grand chose, donc on partait de très loin. Mais là au moins on voit des choses, on commence à voir quelques automatismes. Alors pas tout est parfait, mais justement on a vu quand même pas mal de combinaisons entre Nicolas Pepe, Sofiane Diop, Andy Delors, notamment en première mi-temps où ils se cherchaient. Il y avait une volonté commune de jouer ensemble en tout cas. Donc on commence à voir des petites choses. Et je pense qu'au fur et à mesure, pourquoi pas, on pourrait voir aussi des jeunes joueurs. Je pense à Antoine Mendy, hein, par exemple, si Youssef Attal commence à être un peu plus blessé, on va voir Antoine Mendy dans le groupe de manière un peu plus régulière et pourquoi pas des entrées en jeu. Compte parmi les titulaires, une des satisfactions, c'est peut-être quand même Nicolas Pepe. Enfin, je sais que le débat a été ouvert sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne partage pas cet avis, mais buteur, il provoque le penalty inscrit par Andy Delors et surtout, on a vu dans sa participation au jeu collectif, dans son langage corporel, quelque chose de mieux qu'on avait déjà entrevu à Slovako, davantage de disponibilité, davantage de mouvement. Alors bien sûr, il y a encore ces énormes occasions qui ratent face au but, hein, tel le digne héritier d'Eric Moulungi. Mais quand même, il est de plus en plus présent dans l'équipe. Sa place de titulaire, je pense aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de la contester. Est-ce que c'est aussi pour lui la première fois depuis plusieurs saisons qu'il enchaîne les matchs? Il y a une question de remise en confiance. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je le vois jouer, de voir un joueur qui a peur, qui a peut-être peur de mal faire, en tout cas, et qui n'est pas en confiance davantage en fait qu'un mauvais joueur. Donc, je sais pas, est-ce que on est sur la voie de la rédemption pour Nicolas Pepe? Est-ce qu'on constate vraiment qu'il y a du mieux? Ou est-ce que c'est encore largement insuffisant par rapport à son statut, ce qu'on a investi sur lui et ce qu'on attend de lui? On attend forcément beaucoup plus de lui parce que c'est un joueur qu'on connaît en Ligue 1, c'est un joueur qui a coûté très très cher à Arsenal et dont on était très content de voir son arrivée parce que on savait qu'il pouvait nous apporter beaucoup. Moi, le premier, je disais que la période d'adaptation à la Ligue 1, il n'avait pas besoin, donc il avait un peu moins de marge de manœuvre. Maintenant, il est clair qu'il avait manqué de rythme, il avait manqué d'enchaînement dans ses matchs et il fallait qu'il se remette à l'endroit par rapport à ça. Ceci dit, ce que je lui ai reproché aussi depuis le début de la saison, c'était que il tentait pas beaucoup de choses et il ratait beaucoup de choses. Enfin, il ratait des choses simples. Il tentait pas des choses folles, mais il ratait des choses simples. Et aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est que il a montré ce qu'on a envie de voir de lui, c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui se rend disponible, qui participe un peu au jeu et surtout qui fait peur un peu à la défense adverse. Je veux pour preuve que, ok, il a manqué des occasions toutes faites, mais il a provoqué un penalty. Pour moi, ça compense, si tu veux, parce qu'il a créé une occasion de but pour un partenaire. Après, je suis content qu'il ait marqué du pied droit en seconde mi-temps parce que j'avais très peur que son pied droit lui serve uniquement à monter dans le bus. Quand on voit ce qu'il rate en première mi-temps parce qu'il ne veut pas se mettre sur son pied droit, je pense qu'il lui manque encore un peu de confiance. Par contre, une chose dont je suis quasiment certain, c'est que ce match à Slovako jeudi lui a fait du bien, malgré la difficulté qu'il a rencontrée avec un poteau, avec une barre transversale. Ça, il faudra qu'on en parle aussi, c'est un dossier à part entière. Mais voilà, je pense que petit à petit, il, euh, il monte en puissance. C'est pas galvaudé comme expression, je pense, pour lui. Et surtout, il y a un commentaire d'Amazon Prime que j'ai bien aimé, c'est que Lucien Favre, pendant la semaine, lui demande de plus en plus de prendre ses responsabilités, de revenir presque un peu au cœur du jeu, comme un numéro 10, de prendre la ligne quand il faut, mais enfin de toucher la balle, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il a réussi à le faire. Alors, chose qui est intéressante, c'est que euh, il s'est trouvé dans le trio avec Andy Delors et Sofiane Diop. Andy Delors qui a pour le coup été intéressant dans un rôle de point d'appui presque par moment. Non, c'était intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que il gomme certaines choses comme des décisions parfois. Il veut pas jouer simple. Il veut encore jouer un peu compliqué. C'est pour ça que je disais que tu sens encore un joueur en manque de confiance, parce que tu sens qu'en fait, il est dans l'hésitation, il fait plein de mauvais choix, parce que peut-être qu'il connaît pas encore parfaitement ses coéquipiers aussi, mais je pense que voilà, les dernières saisons ont un peu aussi mis quand même un peu le doute dans son esprit.
mais tu rappelles très justement que enfin il semble un peu plus prendre ses responsabilités. Des fois, malheureusement, c'est pas pour le meilleur, mais sur le penalty et sur le but, heureusement qu'il est là aujourd'hui. Il est 2 fois décisif sur les buts niçois. Bien sûr, et puis j'anticipe tout ce qu'on pourrait lire prochainement, comme quoi on aurait retourné notre veste. Non, non, on retourne pas notre veste, c'est juste que on attendait beaucoup de lui et on pouvait pas dire qu'il faisait des bons matchs quand il faisait tout le temps de la merde. Donc aujourd'hui, on a vu un bon match de sa part, ou plutôt un match correct de sa part, pour prendre encore un peu de marge, et surtout un match, je pense, un peu correct aussi contre Slovako, enfin de ce que j'ai pu en voir. Maintenant, ça demande toujours confirmation, et c'est quelque chose que je répète souvent. Tout ce qu'on voit, ça demande confirmation. Parce que si au match prochain, il passe totalement à côté de son match, eh bien, c'était du one-shot et ce sera regrettable. Moi, je pense à peu près pareil. C'est vrai qu'on a vu son meilleur match, je pense, depuis le début de la saison avec nous, c'était clairement mieux. Alors, j'ai pas de secret, oui, j'ai apprécié de face à face, enfin, ces 12 occasions loupées, j'ai râlé, parce que sur le coup, on menait que 1-0 et j'avais un peu peur que ces occasions loupées, après, on les regrette et qu'on subisse une égalisation. Ça arrivait tellement de fois que je le voyais venir. Donc oui, à ce moment-là, j'ai quand même râlé. Et bon, c'est plutôt chanceux, on va dire. 2 minutes après, il a provoqué son penalty. Et bon, c'est vrai que c'est aussi très mal défendu de la part du défenseur troyen, mais il a eu le mérite de provoquer. Dans le contenu, il a plutôt fait un bon match tout le long, et c'est bien qu'il ait pu marquer, parce que ça a pu confirmer ses progrès et justement ce qu'on a pu voir. En plus, la passe de Sofiane Diop sur son but est vraiment très bien. L'action est très bien orchestrée. Donc en tout cas, moi j'en attends encore plus, mais je trouve qu'il a quand même fait un bon match, et c'est un match vraiment bon de sa part. Donc j'espère que ça va continuer. Et je suis d'accord avec Alric sur le fait que le match en Slovako, je pense, lui a fait du bien, rien que dans le fait de se procurer des occasions, de montrer qu'il était là. Je pense que ça lui fait du bien. Parce qu'il y a deux choses. J'ai entendu sur Amazon à un moment donné, les commentateurs disaient que justement il était très dur avec lui-même et qu'il regardait tous ses matchs. Je pense que, comme tu l'as dit, Sky, il se met beaucoup la pression parce qu'il se dit que c'est son prêt cette année, qui doit se montrer maintenant pour après peut-être avoir sa chance plus tard à Arsenal dans une autre équipe. Donc je pense qu'il se met quand même pas mal la pression parce qu'il se dit j'ai pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Donc il y a un peu de ça, mais je pense que là il va relâcher un peu la pression dans le bon sens du terme, parce que sur les 2 derniers matchs, factuellement il a quand même 2 buts en 2 matchs, donc c'est très bien, et en très bon match Et pas mal d'occasions en plus de voilà. ça, quand même. En plus de ça, voilà, il provoque beaucoup d'occasions, donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là, parce que c'est clairement, s'il est en forme, c'est clairement un joueur qui peut être vraiment décisif pour la suite de la saison. C'est grâce à lui qu'on fait aujourd'hui la différence et qu'on gagne, et qu'on n'ait pas tous ces matchs où on n'a pas été capable de marquer plus d'un but. Tu vois, il est directement impliqué sur 2 buts. Il aurait pu en marquer 3 à Slovako et 2 cet après-midi. Donc voilà, c'est vraiment un net regain de forme. On en attend plus d'efficacité devant le but. On en attend encore plus et encore mieux de Nicolas Pepe, parce qu'on sait qu'il peut le faire. On est bien placé en Ligue 1 pour le savoir, mais on entrevoit en tout cas la lumière. On voit aujourd'hui enfin ce que Nicolas Pepe peut nous apporter, et qui gardait malheureusement sous son pied depuis son arrivée. Mais tant mieux, voilà, tout ça c'est des signaux positifs. J'aimerais terminer avec un dernier truc positif. Après, comme d'habitude, on va ouvrir nos différents dossiers, messieurs, pour clôturer cette émission. C'est le match de Sofiane Diop, rapidement, parce qu'on a déjà parlé, 2 passes décisives. On a, je pense, déjà parlé aussi de lui sur les 2 précédentes rencontres. Je pense qu'en fait, c'est la confirmation, encore une fois, que depuis son retour de la trêve internationale, et ben vraiment, on voit, ça y est, ce que Sofiane Diop peut apporter à l'OGC Nice. Là, je le disais dans une présente émission, que tout ce qui lui manquait, c'était de stater. Bah voilà, hop là, plus de passes décisives. Très précieux, encore une fois, dans le cœur du jeu et dans le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Ce caviar pour Nicolas Pepe, comme tu le disais, Jérémy. Voilà, puis dans l'attitude, dans tout, en fait, c'est un jeune joueur, il y a encore des défauts. Mais là, cette semaine, il nous a vraiment fait plaisir. Il se met à être décisif. Moi, je suis véritablement hypé sur Sofiane Diop. Ça y est, alors on pouvait l'être avec le montant, le nom du joueur à la signature, mais là, factuellement sur le terrain, la hype est grande. Ça y est. Encore une fois, il avait besoin d'une petite période d'adaptation, non pas à la Ligue 1, parce qu'il la connaît bien maintenant,
mais à son club, à son équipe et à ses partenaires. Et à son public, parce qu'il découvre aussi le fait de jouer devant du public, quand même, le pauvre. Oui, bon, c'est bon, encore que bon, on a quand même été pas Peut-être pas mal, aujourd'hui, effectivement. voilà, Ça lui a rappelé clairsemé Monaco. aujourd'hui, et je plaide coupable, mais j'ai des bonnes raisons. Mais par contre, c'est clair qu'on voit que maintenant il est dedans, il est dans ce qu'il sait faire. On peut parfois lui reprocher la difficulté de pas lâcher la balle au bon moment. Je pense qu'il y a quelques occasions où il a pas voulu décaler Joe Bryan sur son côté, mais à côté de ça, voilà, il a 2 passes décisives, donc difficile de lui faire trop de reproches. Je pense que la seule chose qui lui manque maintenant à l'OGC Nice, c'est un but. Parce qu'on voit que de temps en temps, il a envie de tenter des frappes, il les tente, mais voilà, c'est pas cadré, ça passe à côté, ça provoque un peu de frustration. Je pense si ça reste un joueur qui sait marquer, il l'a montré plusieurs fois à Monaco. Je pense qu'aujourd'hui, il lui manque un but pour être totalement libéré au sein de l'OGC Nice. Et clairement, c'est notre petit plus technique au sein du 11. Et j'ai envie d'en voir encore plus. J'ai envie de le voir totalement exploser cette saison et qu'il nous soit décisif encore plus. Ouais, j'ai beaucoup aimé Sofiane Diop depuis plusieurs semaines déjà. Ouais, pareil. En plus, au-delà de tout ça, je trouve qu'il a un très bon replacement défensif. Il vient beaucoup aider. Il calcule pas ses efforts. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, je trouve, dans tout ce qu'il a fait. En plus, voilà, il a été très bon techniquement. On voit qu'il a envie de bien faire. Je viens de me rappeler là sur le premier but quand il voit que le premier but de 3, pardon, quand il voit que ça rentre, il hurle parce qu'il est vraiment pas content de se prendre un but. Donc il a vraiment cette mentalité de vainqueur. Il a envie de gagner des matchs, ça se voit, et je pense que sur le terrain, de par son jeu, mais aussi par sa mentalité, c'est vraiment un très très gros apport. Et il apporte tout ce que j'espérais qu'il apporte. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, mais je suis très très content qu'il soit là en tout cas. Messieurs, c'est l'heure du bilan du match, en tout cas de votre propre dossier. Est-ce qu'il y a un joueur, un fait de jeu, quoi que ce soit, dont on n'aurait pas parlé ou pas suffisamment parlé, sur lequel vous souhaitez vous exprimer? Moi Moi, j'ai... j'en... Ah, Vas-y, vas-y, pardon. vas-y. Merci. Moi, je l'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est le match de Joe Bryan. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il calcule pas aussi ses efforts. Il va vers l'avant en fait. Il se pose pas de questions. Je pense que le fait de jouer en tant que piston lui convient bien parce qu'il est très offensif. On sait que défensivement c'est un peu plus compliqué, Je vais dire très à mais l'aise dans ce système à 3, peut-être. voilà. Je trouve que voilà, et c'est quand on joue comme ça dans ce système-là, ça aide Atal et Bryan à aller vers l'avant et à apporter des solutions. Donc voilà, des fois il a loupé des passes, il loupe un peu ses dribbles, c'est un petit peu brouillon, mais il a envie, il crée en fait des opportunités, il crée des occasions, notamment beaucoup en début de match. Donc c'est bien. En tout cas voilà, moi je suis plutôt, il a pris pas mal de critiques ce joueur et c'est pas un peu moqué de lui, mais c'est vrai qu'on a dit mais qui c'est ce Joe Bryan, et je trouve que il fait le travail pour l'instant. Il faut pas oublier aussi son but en Coupe d'Europe contre le Partizan. Donc il est là, il fait ce qu'il faut, je trouve, et c'est bien. Après, le seul point négatif, c'est un peu son physique. J'ai l'impression qu'il est fatigué très rapidement, parce que j'étais quand même surpris de voir Melvin Barr rentrer en jeu. Je pensais que Brian allait faire tout le match. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui fait le travail pour l'instant. Alric? Ouais, en fait, c'est pas un joueur que j'ai envie de, parce qu'on en a parlé globalement, un petit peu des satisfactions. Ce que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est que bah, on a marqué un but dans le jeu. C'est quand Effectivement. même assez rare pour être souligné. Ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est cette faculté de jouer tous ensemble, de jouer au ballon. Le ballon circulait beaucoup, circulait bien, il brûlait pas les pieds, ou plutôt si, mais dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on le lâchait rapidement, mais toujours dans le bon sens. J'ai adoré en première mi-temps notamment, les longues transversales de Dante qui retrouvent un petit peu ce qu'on connaissait de lui, sa faculté de jouer long avec son pied gauche. Il y a plusieurs transversales qui sont directement arrivées dans les pieds du Cefatal qui a su quoi en faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de souligner aujourd'hui. Et je sais pas si on l'a encore fait officiellement, en tout cas parce qu'on l'a fait en off, mais est-ce qu'on parle de la responsabilité de nos défenses sur les 2 buts encaissés ou pas? Bah oui, allez, parlons-en. C'est le dossier sorti. La défense, quand même,
trop facilement transpercé dans les deux cas. On parlait de Kasper Schmeichel pour le hors-terrain, et il fait partie de cette défense du coup. Je pense pas qu'on puisse le blâmer, alors certainement pas sur le premier but. Déjà, sur le deuxième, effectivement, il est quand même largement... Sur le deuxième, pas sur le premier. Voilà, sur le deuxième, ça se discute, mais il est quand même largement abandonné par notre défense centrale aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de concentration et d'implication, y compris physique en fait, dans cette fin de match, que j'ai du mal à m'expliquer. Mais très clairement, pas de quoi blâmer notre gardien danois, mais de quoi s'interroger un peu sur notre défense, qui pourtant a été plutôt efficace depuis le début de la saison, hein, qui fait partie des satisfactions normales, mais là qui a explosé un peu en vol. Vas-y, Jérémy. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le relâchement un peu général de l'équipe, je pense. Moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est que c'est quand même pas la première fois ces dernières années qu'on voit ce genre de fin de match à domicile, ou même des fois, même une seconde mi-temps, où en fait on mène un match et on s'écroule totalement en fait dans l'envie. Et en fait, on attend que la fin du match soit sifflée. Bon, le premier but, c'est un petit peu un concours de circonstances, on prend une frappe de loin qui est déviée, c'est pas chance. Moi, par contre, le Oui, mais ça deuxième part du fait que tu as encore envie de jouer à la baballe dans ta moitié Oui. de terrain, alors que tu pourrais très bien tenter une transition, un par-pas vers l'avant, jouer simple, quoi, jouer pragmatique, ce qu'on Oui. ne fait pas. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est plus le deuxième but qui m'a agacé, parce que juste avant, on a quasiment une action pareille. C'est Mama Baldé, je crois, qui perfore la défense, qui passe, et on a le poteau qui nous sauve. À 30 secondes après, on a encore une action, on est en difficulté, on se prend un but. Je veux dire, les gars, quand même, quand on a un avertissement comme ça, il reste encore 5 minutes, il y a 3-1. Reconcentrez-vous. Et moi, j'ai cette impression-là à chaque fois qu'il faut toujours qu'on prenne un but pour se réveiller et dire, ah, oula, oui, c'est vrai que là, on n'était pas dedans et tout. Sauf que on s'est pris un but, c'est trop tard. Donc là, heureusement, on menait 3-0. Mais c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça, et c'est très souvent que ça arrive à domicile ces dernières années, qu'il y a des matchs où on arrête de jouer, et comme dit Alric, qu'on joue à la baballe, parce qu'il y a quand même des actions. Tu parlais de Ross Barkley tout à l'heure, où il y a des fois où on est en supériorité numérique en attaque, et alors on dirait que les joueurs, il faut surtout aller lentement, on attend avant de faire une passe, on n'appuie pas la passe, on la fait un peu en arrière. Je comprends pas j'avoue que j'ai pas d'explication pour ce phénomène-là, mais c'est assez récurrent. Et puis c'est surtout que ce qui est un peu agaçant, c'est que voilà, c'est ce problème de rigueur, de rigueur dans les moments importants. C'est un peu ce que disait Dante à la fin du match, mais c'est encore plus curieux quand tu as des joueurs comme Dante, Todibo, qui pour le coup sur le deuxième but ont perdu leur âme, je pense, parce qu'il y en a un qui prend un petit pont et l'autre qui prend une talonnade. Non, c'est curieux. Et puis ce que je comprends pas, c'est que normalement à 3-0, mais tu mets le bus, quoi. Soit tu mets le bus parce que tu es une équipe encore faible, soit tu décides de vouloir implanter un quatrième. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on a mis le troisième, on s'est dit, allez, on retente encore un peu pour mettre le quatrième. Puis dès qu'on a vu qu'on n'y arrivait pas, on a commencé à reculer. Et c'est incompréhensible, c'est inadmissible même. Et surtout, tu passes d'un match référence qui était tout fait, en fait. Tu avais ton match référence. Tu avais un match abouti sur lequel tu pouvais avoir de vraies satisfactions, et tu finis par un match, un énième match, comme je l'ai dit, où tu te fais peur. Et encore une fois, tu as encore beaucoup de choses négatives à dire sur un match que tu avais parfaitement en main. Donc le problème, c'est qu'en face, c'était que 3. Que 3. Clairement, on a failli se prendre un remake de Nice-Lyon l'année dernière, mais dans l'autre sens. Et il suffirait que l'équipe d'en face soit un peu plus bonne techniquement pour que tu fasses un remake de Boulogne-Nice pour les plus anciens, ou une défaite même, parce que clairement il y a poteau de Mama Baldé, mais c'est un autre attaquant, il y a peut-être but, quoi. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas, parce que encore ce serait une défense new look à la Rosario Viti et Sorensen. Je te dirais, bon, ok, ils se connaissent pas du tout. Mais là, c'est Todibo, Dante, Viti qui ont fait 80% du match très correct, très bon même. Et d'un seul coup, tout s'écroule. Je ne m'explique pas pourquoi. Autant les attaquants, les attaquants qui sont rentrés, on peut les critiquer, mais dire, bon, ça n'a pas trop d'influence sur le match. Autant les défenseurs,
Je comprends pas. Un C'est avertissement sans frais, heureusement, parce que le justice s'est quand même imposé. Bon, le justice a encore beaucoup de travail. C'est, je pense, Ouais. que la façon dont on peut résumer notre heure d'émission. Messieurs, on va conclure ici. Le justice revient très vite, parce qu'il y a un match en semaine, dès jeudi à la maison face à Slovako. Malheureusement, sur décision de l'UEFA, pas de possibilité pour les supporters de l'OGC Nice qui ne font pas partie du Mephi Club, parce que les enfants, les Pichou, ils pourront assister grâce à cette magnifique opération du club à la rencontre. L'OGC Nice qui joue sa qualification européenne face à Slovako, une nouvelle victoire face au club tchèque nous mettrait dans d'excellentes dispositions pour se qualifier avant d'affronter nos deux vraisemblables concurrents à la qualification, le Partizan et Cologne, d'ici un mois, là, d'ici 4 semaines, puisque la phase de poule se termine le 3 novembre. En championnat, c'est le week-end prochain, dimanche, que l'OGC Nice se déplace à Auxerre avant d'enchaîner avec un match à Nantes. Deux équipes mal classées, respectivement 16e et 19e. C'est peut-être ça aussi la chance de l'OGC Nice, d'avoir enfin un calendrier un peu plus clément qui va lui permettre de réenclencher une bonne dynamique avant d'affronter des gros morceaux, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène nationale, parce qu'il y a notamment Lorient qui se profile d'ici la fin du mois d'octobre sur la route des Égons. Bah oui, mine de rien, l'ogre lorientais qui est pour l'instant dauphin du PSG. Le Merlu a pris des stéroïdes et est devenu dauphin. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette blague. Il est temps d'aller se coucher. Je pense très clairement. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette heure d'émission. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui nous suivent habituellement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, de nous lâcher un pouce, une note, ce que vous pouvez pour nous envoyer un peu de soutien et de support. On est preneurs. Et puis, à très vite. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.